Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous entendez du coup? Oui. Oui, OK, oui. merci. Bonjour, oui. Bonjour, pardon, parce qu'ils ont commencé, mais du coup À droite, ça dit que 99% des étudiants en France, non, c'est pas- 99% des étudiants en France utilisent une IA. Donc, ça veut dire, au fait, si on revient un peu il y a 10 ans, quand on utilisait Notepad et quand Word est arrivé, les gens ne disaient pas Word, ça ne va pas exister, on n'aura pas besoin. C'est devenu un outil de travail. Et l'IA, c'est devenu exactement la même chose. Aujourd'hui, l'IA est devenu un outil de travail pour les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens ne peuvent plus s'en passer. Aujourd'hui, quand vous voyez des statistiques comme celle-là, je pense qu'elle saute aux yeux que l'IA, c'est un peu comme votre suite Office, votre Outlook, votre Word, votre PowerPoint. Avant, on faisait ça dans des cartons ou sur le tableau. Maintenant, ce genre de choses, on les fait sur des outils. Une autre statistique qui est super intéressante, c'est la deuxième en bas à droite. C'est 68% des employés français utilisent l'IA générative sans le dire à leur entreprise. C'est-à-dire quoi? Sans leur dire à leur manager. On a des clients ici, dont certains aussi, avaient bloqué ChatGPT, bloqué Copilot, bloqué, etc., pour éviter d'avoir des données sensibles de clients dessus. Il y a eu aussi l'effet Samsung. Samsung a perdu un brevet parce qu'il y a des employés chez Samsung qui ont mis du code sur ChatGPT. Donc voilà, aujourd'hui, ces statistiques-là font en sorte que l'IA est indispensable. Donc, bienvenue à tous. Et encore une fois, merci d'être venus. Donc aujourd'hui, le but de cette présentation, c'est répondre à 4 questions. Donc la première, c'est quoi une IA? Vous allez voir qu'au fait, avec des maths de lycée, des maths de quelqu'un qui a 15-16 ans, vous allez tous sortir de cette salle aujourd'hui en comprenant exactement qu'est-ce que c'est une IA, comment ChatGPT fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'entreprise? Parce qu'on comprend que tout le monde en utilise dans notre milieu aujourd'hui. Il y a énormément d'utilisateurs. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire dans l'entreprise? Quels sont les vrais cas d'usage? Après ça, on a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on crée sa propre IA. Comment on peut faire en sorte d'avoir notre propre modèle, sans utiliser ChatGPT, sans utiliser. Et finalement, une question clé pour tous les DSI qui sont ici parmi nous, c'est quel est le budget à prévoir? Est-ce que ça va me coûter 100 000, 200 000, 1 million par année? C'est quoi mon budget? Donc, voilà l'agenda du jour. Je vais commencer par vous présenter Artemis. D'accord? Pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Artemis, on est un groupe en France, basé en France. On est aussi exposé à l'international. Aujourd'hui, on est présent ici au sein de Altop. Donc, c'est moi et Bernard, on présente Altop aujourd'hui. Altop, c'est le pôle digital transformation de Artemis. D'accord? Si on fait un focus sur Altop, on est à peu près 45 aujourd'hui. On est plusieurs nationalités. On a 4 Microsoft MVP. Pour ceux qui ne savent pas, les Microsoft MVP sont des gens qui sont reconnus mondialement par Microsoft comme étant hautement qualifiés. On est présent aussi dans 6 endroits différents, dont à l'international, en Espagne, en Suisse et à Dubaï. Et on a énormément de clients. On a une spécialité aussi, c'est les clients dans le sport. Donc, on parlera de ça tout à l'heure. On fait 4 choses. Pour ceux qui veulent, il y a des Rubik's Cube avec exactement ce qu'on fait. Chaque phase du Rubik's Cube a des choses. Donc, on fait des business solutions, donc ça veut dire des portails pour les clients, du CRM, on fait de l'IA, qui sera le but d'aujourd'hui, on fait de la sécurité, du endpoint management, donc Modern Workplace, de l'infrastructure, du cloud et finalement du CSP. On est partenaire Microsoft, je reviendrai sur ça tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je pense qu'il y en a certains qui ne nous connaissent pas aussi, on est un mélange chez Altop de consultants techniques, mais de consultants aussi fonctionnels, de chefs de projet, de consultants en stratégie d'entreprise. Et on a ces 6 projets-là à l'écran qui sont assez connus. Donc, par exemple, pour vous, Paris 2024, si vous avez acheté des billets pour les JO et vous n'avez pas fui comme tout le monde a fait, tous les Parisiens ont fait pendant l'été, en fait, toute la plateforme, c'est nous qui l'avons développée, de A à Z, sans aucune autre entreprise. On a aussi la Ligue de foot en Angleterre, chez qui on a fait des CRR avec des portails connectés. On a d'autres fédérations de sport. On a aussi des clients dont certains sont là, chez qui on fait de la sécurité, de l'infrastructure, du Modern Workplace et de l'IA. Alors là, ça c'est un slide qui est super important. On ne fait pas de l'IA depuis 2023, qui est la date à laquelle ChatGPT est sorti. D'accord? Donc,
pour moi-même, je suis sorti de Polytechnique en 2014. J'ai tout de suite commencé à travailler sur l'analyse d'image et la classification de vidéos. Donc, par exemple, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous aimez le tennis, mais dans le tennis, on peut faire un challenge et voir la balle qui arrive. Ça, c'est typiquement de l'IA. Quand vous utilisez votre téléphone aujourd'hui tous les jours pour débloquer votre téléphone, ça reconnaît votre tête. Ça, c'est de l'IA aussi. Donc, nous, on a beaucoup travaillé sur ça. Ici, avec mon équipe, dont Anis et certains qui sont là, on a beaucoup travaillé sur ce genre de sujet. En 2021, quand la mode de Siri est arrivée, on s'est mis au chatbot. Donc, avec Alexa, Lex, qu'on appelle dans le framework, on a beaucoup travaillé sur ce genre de sujet. Après, tout a été hyper accéléré quand ChatGPT est sorti. Quand ChatGPT est sorti, on s'est mis sur une table, on s'est dit, bon, là, les gens vont vraiment y aller à fond. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un pôle IA, ce qu'on a fait. Ensuite, on a créé Friday. Et Friday, pour ceux qui ne savent pas, c'est une IA générative d'entreprise. Donc, c'est comme un chat GPT sur un modèle un peu plus flexible. On reviendra dessus. On s'est mis à faire du RAG. Je vous expliquerai aussi tout à l'heure c'est quoi le RAG. On s'est mis à faire des modèles aussi. Donc, on a nos propres modèles aussi. Ensuite, on a accéléré dans nos partenariats. Et dans nos partenariats, on a fait un partenariat avec Microsoft, chez qui on est devenu Tier 1. Tier 1, à savoir que c'est quelque chose de très rare en France. Et on est partenaire NVIDIA. D'accord? On est très fiers de ce partenariat avec NVIDIA qui est sous demande, sous invitation. Donc très rare aussi en France. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur l'IA? Concrètement, on a 3 compétences. La première compétence, c'est la gouvernance et la stratégie. C'est-à-dire que c'est pour les sociétés qui veulent démarrer dans l'IA, ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire dans l'IA. Ils nous prennent pour qu'on les guide dans leur stratégie IA. Donc, ça va être définir des use cases, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quel département peut faire quoi. Ça va être définir les budgets, quels produits, est-ce qu'ils vont sur du copilote, est-ce qu'ils vont sur un mix entre des copilotes et d'autres. Voilà, c'est ce genre de sujet. On est aussi sur l'adoption de l'IA. Donc, on a des clients, par exemple, qui ont acheté du copilote et qui se retrouvent avec 5-6% d'utilisation. Je ne pourrais pas dire le nom, mais on a 5-6% d'utilisation sur des budgets de 1 million d'euros par année. Et ils se retrouvent avec merde, qu'est-ce que je fais? Je paye 1 million, comment je fais pour que les gens l'utilisent? Donc là, on est sur des formations, sur ce genre de sujet. Et finalement, ce qui nous démarque de toutes les autres ESN, en tout cas en France, c'est qu'on est capable de créer de l'IA. On a créé 2 produits IA qui sont aujourd'hui dans l'INPI en France, dont Friday, et on est capable d'accompagner nos clients dans leurs projets IA. Alors, ce slide, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais en gros, il dit qu'on n'est pas que Microsoft, parce que dans l'IA, Microsoft a un rôle à jouer, mais ce n'est pas du tout les leaders aujourd'hui. Notre équipe, je vais passer rapidement dessus. Donc, l'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est un mix, comme vous voyez, entre des chefs de projet, des consultantes spécialisés dans le changement, des experts d'IA, donc des ingénieurs, souvent des écoles les plus élitistes qu'on peut avoir en Europe. Et on a aussi nos architectes MVP qui nous aident sur les projets. Donc, on n'a pas seulement une casquette IA, mais on a aussi une casquette software. Parce qu'on crée des softwares, comme je vous ai montré tout à l'heure dans le sport, on mixe les deux, et c'est comme ça qu'on est capable de créer des produits comme Friday. Donc, on a une vraie légitimité. Cette légitimité, elle vient de par notre partenariat, NVIDIA, Microsoft, de par les gens qui travaillent chez nous, d'accord? On est très sélectif sur les personnes qui viennent chez nous. Certaines personnes ici le savent. Et on a aussi du R&D on fait aussi du R&D on a un partenariat avec le laboratoire IA de l'Université d'Avignon et une autre entreprise, une startup qui s'appelle Skillit. Donc, maintenant, on va essayer en quelques minutes, en 3-4 minutes, de passer sur les bases de ce que c'est l'IA. D'accord? Donc, c'est des maths de lycée qu'on va regarder. Mais avant ça, je voudrais juste vous dire un truc. C'est l'IA, au fait, on focus beaucoup en disant que c'est ChatGPT, c'est des LLM, ce qu'on appelle les large language models, mais au fait, l'IA, c'est comme la médecine. Dans l'IA, il y a plein de spécialités. Donc là, vous voyez toutes les spécialités à l'écran. Et quand les gens parlent d'IA aujourd'hui, ils parlent que de LLM, que ChatGPT. Mais il y a énormément de spécialités. Quand vous prenez un avion, c'est de l'IA. Je pourrais vous donner des exemples jusqu'à demain. Donc, comment l'IA est née? Je pense que ça, c'est intéressant. Donc, au fait, nous, l'homme, je trouve qu'on a un truc qu'on aime toujours faire, c'est prédire. C'est, je pense, la chose qui nous enlève le stress, c'est qu'est-ce qu'on peut prédire. Donc, si moi, je vous dis, quelle sera la population en France en 2026? Vous n'allez pas lire dans une boule de cristal. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, OK, Henri, moi, je vais te prendre je vais faire une courbe avec les années, la population,
Je vais mettre toutes les populations de 1940 jusqu'à maintenant. Et logiquement, comment je vais essayer de prédire ce qui sera en 2025 ou 2026? Je vais essayer de tracer une courbe qui est le plus proche de tous mes points. Okay? Cette courbe-là, qui est la plus proche de tous mes points, c'est ça qu'on appelle un apprentissage. Je reviendrai tout à l'heure. Mais grâce à cette courbe, regardez, on est capable de prédire des populations en disant, OK, à peu près, c'est la courbe, on va prédire 2026. Donc cette courbe-là, si vous revenez sur vos maths, c'est une fonction y à w x plus b. N'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. On sait que les erreurs, existent, hein, et ça, tenez-vous bien, pour ceux qui me posent toujours la question, c'est ce qu'on appelle les hallucinations dans l'IA. Donc, pardon, ça allait tomber. Donc, l'erreur, c'est la distance entre le point et la vraie courbe. N'est-ce pas? Et ça, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Donc oui, ChatGPT va vous faire des hallucinations. Ça a prouvé 4% dans le dernier modèle de GPT. Il va vous dire n'importe quoi. Si vous lui posez des questions, il va vous dire n'importe quoi à 4% du temps. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez vous assurer. Maintenant, si on revient sur cette courbe, ce qui serait intéressant, c'est au lieu d'avoir une courbe comme celle-là, essayer de la courber un peu. Si on la courbe un peu, on arrive aux maths encore du lycée à 2 dimensions. Et ce mot dimension, c'est le mot que vous entendez tout le temps quand vous entendez ça c'est un modèle à 450 milliards de dimensions, ça c'est un modèle à 70 milliards de dimensions, etc. etc. Facebook a fait un nouveau modèle à 500 milliards de dimensions. Au fait, les dimensions, c'est juste ce petit x, c'est juste la manière de courber. Donc, gardez bien ça en tête, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en gros, si je résume, si je vous donne des données, n'importe quel type de données, que ce soit des images, des données de population, n'importe quoi, vous êtes capable de les apprendre grâce à une courbe, ce qu'on appelle la phase d'apprentissage, et vous êtes capable de prédire grâce à cette courbe. N'est-ce pas? Maintenant, ChatGPT, c'est du texte. Comment il fait pour prédire du texte? Le texte, ce n'est pas du tout des chiffres, ce n'est pas du tout des nombres. Et là, on rentre dans le concept qu'on appelle la tokenisation. Et là, certains d'entre vous ici me posent souvent la question, c'est token, ça veut dire quoi? Pourquoi dans Azure, je vois le prix par token? Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Si on prend une phrase, Paris est la meilleure ville du monde, d'accord? Si je le fais rentrer dans un token, ce qu'on appelle un tokenizer, chaque mot devient un chiffre. Donc chaque mot qui devient un chiffre, ça va me permettre après d'avoir ma fameuse courbe. Et qu'est-ce que je vais essayer de prédire? Qu'est-ce qu'il fait ChatGPT? Il prédit le mot d'après en fonction du mot d'avant. C'est pour ça qu'il vous écrit les mots comme ça. C'est pas qu'il veut être cool ou sympa en vous écrivant des choses comme ça. Ce qu'il fait vraiment, c'est qu'il prédit le mot d'après en fonction du mot d'avant. Donc là, par exemple, dans la courbe, on a 5 qui est et, le mot d'après 5, c'est 425 qui est la meilleure. Donc, si je vous dis le mot d'avant, c'est Paris, le mot prochain, c'est et, le mot d'après, c'est la meilleure, en fonction de ça. Donc, il a appris ça, il a appris la courbe, et il est capable, en fonction des mots que vous lui donnez, de prédire le reste. C'est aussi simple que ça. En fait, ChatGPT, c'est vraiment aussi simple que ça. Il ne faut pas croire qu'il y a de la magie, il ne faut pas croire qu'il dit des choses. Voilà, il a appris des phrases, il vous ressort les phrases qu'il a appris, c'est tout. Donc il est capable de coder parce qu'il a appris à faire du code. On lui a donné des lignes de code. Donc voilà, déjà, vous pouvez rentrer déjà tranquille sur vous parce que vous avez vu comment on peut créer ce qu'on appelle une tiny IA générative. Donc ça, c'est une très petite IA générative qui va toujours pouvoir vous prédire Paris. Tu lui mets Paris, il va te mettre Paris la meilleure ville du monde. Voilà, il sait que faire ça. Mais c'est exactement un chat GPT, c'est une IA générative. D'accord? Bon, donc on a vu, je vous ai expliqué ce qu'est l'apprentissage, c'est la phase de trouver cette fameuse courbe. D'accord? Donc maintenant, on va revenir sur l'apprentissage d'un point de vue plus global que ça, avant de parler d'une seule phrase. Si je vous dis, nous, comment on fait pour apprendre l'histoire, la géographie, les maths? On va à l'école pendant 15 ans, 16 ans, 18 ans, on apprend tout et on sort des adultes et on sait répondre. Je ne sais pas, c'est combien de départements en France, on sait répondre, et où la Suisse, on sait répondre, etc. Mais l'IA, c'est après la même chose. Si on lui donne des données, ça peut être des données d'Internet, des livres, des images, n'importe quoi, des vidéos, n'importe tout ce que vous pouvez imaginer. Il les apprend et en fonction de ça, vous lui posez une question, il va prédire ce qu'il sait. D'accord? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce que nous, on apprend en 15 ans, l'IA peut l'apprendre en quelques heures. D'accord? Donc, il y a quelqu'un chez Hugging Face, qui est la plateforme la plus importante dans l'IA, plus importante que OpenAI, qui a fait le test, c'est 4 heures, ce qu'on apprend en 15 ans. Donc, c'est là où ça commence à aller très rapidement. Bon, je vous rassure quand même que tous les ingénieurs qui sont à OpenAI, c'est pas juste des courbes aussi simples et des maths du lycée. C'est un peu plus compliqué que ça, mais
Et il y a beaucoup plus de données. Donc, on parle de terabytes de données qui sont appris, des livres énormes, des Wikipédia en entier, etc. Donc, c'est très compliqué, mais le principe, c'est toujours le même. C'est, vous donne des données, vous les apprenez, vous me les ressortez après en fonction de ce que vous avez appris. Donc, en gros, qui est Napoléon? La réponse sera Napoléon né nanana. Comment il sait? Il a sa fameuse courbe, il a son livre, il me répond. Maintenant, dans cette fameuse courbe, c'est juste un petit point pour ceux qui sont curieux. Dans cette fameuse courbe, quand vous entendez les poids, les weights et les biases dans un modèle, c'est juste ça. C'est le W, la pente, et le B, c'est le bias. C'est juste pour les curieux. Bon. Donc maintenant, il y a trop de modèles. Donc on a plein de modèles dans tous les sens. Tout le monde s'est mis à faire des modèles. C'est quoi la différence entre tous ces modèles? Déjà, moi, je pense que c'est hyper important que les gens comprennent ça qui est à l'écran. Il y a deux types de modèles. Il y a les modèles open source. Les modèles open source, ça veut dire qu'on connaît exactement d'où le modèle a appris sa donnée. Donc, par exemple, sur l'histoire, il va apprendre de Wikipédia. Donc, il y a des datasets qui sont Wikipédia. Donc, l'IA va aller apprendre de Wikipédia. Donc, quand je lui demanderai qui est Napoléon, au fait, techniquement, il me répond par rapport à quelque chose qu'il sait de Wikipédia. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle open source. Donc, par exemple, on sait exactement dans Internet l'IA a appris le site web de Reuters, Le Monde. Il a appris le Larousse pour parler en français, par exemple. Ça, c'est Mistral, qui est une entreprise française, le deuxième modèle le plus important dans le monde. Par contre, on a des modèles propriétaires comme GPT, comme OpenAI. Eux, on ne sait rien. Donc, si vous posez une question qui est Napoléon, vous ne savez pas d'où il a appris. Si vous posez une question comme des choses un peu plus touchy de nos jours, des conflits au Moyen-Orient ou l'Ukraine, la Russie, vous ne savez pas d'où il vous répond. Vous ne savez pas d'où il a pris cette donnée dans l'apprentissage pour vous répondre. Par contre, c'est des modèles performants. Donc, vous voyez qu'en fonction de votre domaine, si vous êtes par exemple dans les médias et vous faites de l'IA, ça ne peut pas vous permettre d'aller sur des modèles propriétaires. On avait l'AFP la fois passée. Ils ne peuvent pas, eux, imaginer prendre un modèle propriétaire parce que ils sont censés être garants de l'information, de l'information et de la source. Voilà. Donc, quel est le meilleur modèle? Ça, c'est la question que j'ai toujours. En fait, on se pose toujours la mauvaise question. Il y a plein d'études sur la différence des modèles. Donc, les hallucinations, n'est-ce pas? GPT-4, 3%, voilà. On peut comparer ça, c'est très bien. Mais nous, au fait, dans le monde de l'entreprise, c'est très différent. Dans le monde de l'entreprise, c'est toujours deux choses. C'est faire quoi? Vous avez besoin de faire quoi? Vous voulez vous connecter à des documents? Vous voulez faire du code, de l'expertise comptable, de l'expertise RH, par exemple, analyser des candidatures. Je vous donne 20 CV, vous voulez savoir qui est le meilleur candidat. Vous voulez faire de l'expertise légale, revoir des contrats, des NDA, signer, voir s'il y a certaines clauses qui sont dans des contrats. Voilà, en fonction de ce que vous voulez faire, il y a des modèles qui sont mieux que les autres. En fonction de la langue aussi. Si vous parlez en français ou en italien ou en espagnol, il y a aussi des modèles qui sont mieux que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris le petit Larousse. Il y a des modèles qui n'ont pas appris le petit Larousse. Et un autre truc qui est hyper important, c'est dans quel contexte? Est-ce que vous avez une infra, vous êtes prêt à payer de l'infra? Est-ce que vous voulez sécuriser? Est-ce que vous voulez une IA privée? Ce qu'on déploie chez nos clients, on déploie de l'IA privée, c'est-à-dire qu'elle est complètement chez lui. Donc de la donnée jusqu'au prompt, donc le message à l'IA, elle est complètement chez lui. Donc ça, c'est des questions qu'on pose à nos clients, parce qu'elles sont super importantes. C'est dans quel contexte? On ne peut pas comparer des modèles sans contexte. C'est un peu comme iPhone, Android. On ne peut pas les comparer si on ne sait pas pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on va sur Mistral, sur leur site web, ils ont 6 modèles. Donc, le commun des mortels, il ne va pas savoir quel modèle utiliser pour faire quoi. On sait qu'il y a un modèle spécifique pour le code. Si vous avez des développeurs en interne, vous êtes dans une société de service, vous faites du code, ben, il y a un modèle spécifique qui s'appelle CodeStral pour les aider à coder. Si vous êtes sur de l'instruction, c'est-à-dire que je veux apprendre à mon IA à écrire un document, prendre ce document, l'envoyer par mail, le revoir avant de l'envoyer par mail, vous êtes sur des modèles spécialistes dans l'instruction. Donc, on a compris un truc aujourd'hui, c'est que les modèles, ils apprennent des données publiques. Et maintenant, vous êtes des entreprises. Donc oui, certes, c'est un outil très puissant, ChatGPT, dans votre entreprise, mais imaginez-vous, vous le connectez à vos données. Imaginez-vous que vous le connectez à vos systèmes. Et comment on fait ça? Comment on connecte nos données d'entreprise à ChatGPT? Donc, on a vu que je peux prendre un LLM, je peux lui faire apprendre des données publiques, mais aussi je peux lui prendre tous mes documents, mon SAP, mon CRM, mes systèmes, mon système marketing, mon LinkedIn, n'importe quoi, et il peut l'apprendre. Ça veut dire qu'il est capable de vous répondre comme, je ne sais pas, qui est Raphaël Spampinanto,
ben, en fait, Raphaël est le CEO, nanana, il fait ci, il fait ça, il a travaillé sur ça, il a travaillé sur ça. Pourquoi? Parce qu'il a appris des données de là. Par exemple, nous, on est une société de service, on facture. Je pourrais lui dire, tu peux me faire la liste de toutes les factures qu'on a envoyées en 2023, me dire laquelle est plus grande que 20 000 euros. Je sais pas. Et ça, c'est ça qui est intéressant pour votre entreprise, c'est connecter vos systèmes, vos process et vos données. Maintenant, malheureusement, pour le faire, il faut souvent du GPU. Et c'est là qu'NVIDIA vient. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui NVIDIA, NVIDIA, c'est la boîte la plus valorisée du monde aujourd'hui. Okay, c'est 3,3 trilliards de valorisation. Ils ont quasi le monopole sur ce qu'on appelle la GPU, sur l'apprentissage de l'IA et sur les jeux aussi, sur les jeux vidéo. Il nous reste 10 minutes. Ouais. Donc, pourquoi les entreprises n'ont pas déjà fait? Ben, il y a un manque de connaissances en interne, c'est un nouveau domaine. Entraîner des données, c'est compliqué. Ensuite, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, même s'ils veulent, ils disent, OK, je vais connecter mes documents, mais non, je ne suis pas à l'aise parce que je ne sais pas si les gens vont vraiment le faire, l'utiliser tous les jours. Je n'ai pas envie de payer pour que je ne l'utilise pas tous les jours. En plus de ça, les prix d'un GPU, c'est cher. Aujourd'hui, pour avoir un GPU, c'est super cher. Vous pouvez acheter le hardware, c'est à peu près 40 000 euros. Si vous le louez de, par exemple, Hugging Face, Microsoft ou autre, vous êtes à 4 $ par heure. OK. Donc, on a vu que l'apprentissage sur mesure, ça demande de l'expérience, de la connaissance, du temps et de l'infrastructure. On a besoin de compute resources. Maintenant, comment on fait si, au fait, je veux me connecter en temps réel à ma donnée? Comment je fais pour me connecter en temps réel à ma donnée? Parce que l'apprentissage, on a vu que ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois des fois. Comment je fais? J'ai un nouveau document, un nouveau mail. Je veux dire à mon IA, aujourd'hui, quels sont les mails que Raphaël m'a envoyés? Fais-moi le résumé de tous les mails de Raphaël. Comment je fais? En fait, il y a un concept qui est arrivé qui s'appelle le RAG. Le RAG, c'est Retrieve Augmented Generation. Ça veut dire, en gros, on se connecte à de la donnée en temps réel. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces concepts-là, mais je vais vous les expliquer en quelques mots. Quand vous utilisez un engin de search, n'est-ce pas? Par exemple, vous allez sur votre SharePoint, sur votre Teams, sur votre email, vous cherchez des mots-clés. En fonction de ces mots-clés, vous avez des données, des mails intéressants, des choses comme ça. En fait, c'est à peu près le même concept, mais ça utilise de l'IA augmenter, améliorer les réponses que vous allez voir sur votre search. Donc, on appelle ça du search powered par l'IA, quoi. Le concept, il est très simple. On prend tous vos documents, toutes vos données. On va faire ce qu'on appelle de la vectorisation. C'est-à-dire qu'on va prendre vos documents, on va les couper en plusieurs documents, on va les mettre dans une base de données. En fonction de ça, on va poser l'utilisateur qui sera là va poser une question comme « Peux-tu me dire le dernier mail de Raphaël, il est quand ?» Je vais aller voir quels sont les emails qui correspondent le plus à ma question. Comme dans un search, quand on fait une requête de recherche, on regarde quels sont les résultats qui correspondent le plus à ma requête. Ben, c'est exactement la même chose. Dans le RAG, je fais une requête et je regarde la chose qui correspond le plus. Donc, étape par étape, on prend les documents, on crée des chunks, on rentre dans la vectorisation, on les met dans une base de données. Après, en fonction de ça, la personne qui pose une question, on prend sa question, on revient sur notre fameuse courbe, on voit sa question qui est en rouge, elle est proche de quel document ou de quel email. Le mail de Raphaël, il va être probablement en haut. Parce que j'ai posé quel est le mail de Raphaël. Donc, il a vu Raphaël, il voit son mail et il me répond. Donc, ça, c'est super puissant. Je vais juste vous donner des exemples. Je vais aller un peu rapidement parce qu'on a commencé un peu tard et je ne veux pas vous garder toute la nuit. Donc, ça, c'est des exemples chez des vrais cas chez nos clients. Je vais vous donner un exemple de connecteur avec SharePoint. Avec SharePoint, on peut prendre tous vos documents, se connecter avec, poser des questions. Vous savez, si vous avez vos factures sur SharePoint, d'autres, des contrats, des documents d'appel d'offres ou autres, on est capable de se connecter, poser des questions et avoir des réponses en temps réel avec les sources. Par exemple, quels sont les points techniques et surtout sur la facturation? Réponds-moi en 200 mots. Il me répond, il me dit, ça c'est les 2 documents sur quoi je me suis basé pour te faire la réponse. Même chose pour le mail. En bas à droite, j'ai demandé, je cherche les mails de Raphaël, peux-tu me résumer les derniers mails qui sont non lus? Bien sûr, Henri, voici un résumé des mails non lus de Raphaël. 1, 2, 3, 4. Bon, je lis jamais les mails de Raphaël, non. Mais ça, c'est les mails de Raphaël. On va bien se passer. Donc ça, c'est les mails de Raphaël. Il me répond direct, tout de suite, en temps réel. Ça prend quelques secondes. C'est ça que tu réponds. Oui, tu vois. Et GLPI, c'est un système de ticketing, Customer Service. On a chez un client dans le sud aussi un système de connexion à GLPI. Par exemple, ici, j'ai posé une question. Peux-tu me résumer le dernier ticket d'Aurélie? Aurélie a créé un ticket.
Il me résume, tac, 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 et il va me mettre en bas le ticket en question, d'où il a pris la source pour me répondre. Et finalement, Google. On peut se connecter à Google. On peut dire à l'IA, comme je vous ai montré en haut, peux-tu me faire une recherche en ligne et me donner la roadmap de Microsoft 2025? Hop, il va en ligne, il me recherche tout et il me sort avec les sources. News Microsoft, TechCrunch, etc. Et c'est ça la beauté du RAG. Donc, en fait, le RAG, c'est super intéressant, mais ça a des limites. Et c'est ça qui est hyper frustrant pour nous, surtout, je pense, pour nous en tant qu'ingénieurs, mais aussi pour nos clients. Parce que de par le fait que ça trouve des documents qui sont proches de votre question, si vous avez plein de documents qui se ressemblent, ben, en fait, vous allez peut-être ne pas avoir la bonne réponse. Alors que dans l'apprentissage, c'est souvent beaucoup mieux. Mais dans l'apprentissage, on ne peut pas aller en temps réel. L'apprentissage prend du temps, comme un enfant. Je vais finir par ça. Donc, ça, c'est ce que OpenAI veut faire. Parce que souvent, on me dit, oui, mais est-ce que dans quelques années, ça ne sera pas obsolète l'IA, ça ne sert à rien, nanana, c'est n'importe quoi. Il y a 5 étapes que OpenAI a voulu mettre en place. On n'est que à la 2e étape, ce qu'on appelle les reasoners. Les reasoners, c'est quelqu'un qui est capable de faire plusieurs choses. Si vous allez sur ChatGPT, vous lui posez 5 questions, il va vous répondre à vos 5 questions, pas une question. Il va répondre à vos 5 questions. On est à ce stade-là. Le stade numéro 3, c'est ce qu'on appelle des agents. Les agents sont des personnes qui peuvent faire de l'action. Par exemple, écris-moi un document, envoie-le par mail, assure-toi que tu as mis Jérôme en copie. Vous voyez, donc ça, c'est si vous vous projetez dans le futur, tout ce que nous, on fait de notre quotidien sera automatisé. Et ce n'est pas une question de peut-être ça ne sera pas automatisé. Si, ça sera automatisé. Aujourd'hui, on a des agents super performants. On a des agents qui sont capables de faire dans l'industriel des choses que des machines ne pouvaient pas faire. Donc, ce n'est plus une question de si, c'est une question de temps. Et pour info, OpenAI veut arriver dans le niveau 5 en 2026. Ce n'est pas qu'il veut arriver dans le niveau 5 dans 10 ans. Donc, ça, c'est le niveau 3. Le niveau 4, c'est ce qu'on appelle les multimodal actions. En gros, ça, c'est encore une étape supérieure. C'est quelqu'un qui est capable vraiment de se projeter sur plusieurs systèmes. Par exemple, ouvre-moi SAP, prends-moi la facture de SAP, remets-la dans mon mail et envoie-la à Pierre-Marie, par exemple, dans le mail. Là, on est sur plusieurs actions en même temps. Et il est capable de le faire. Et finalement, l'organisation, moi, j'y crois pas trop, pour être honnête avec vous. Le 5, c'est, ils appellent ça pense et agit comme un homme, comme un humain. En fait, ils disent qu'ils vont être capables de créer, par exemple, des postes. Par exemple, moi, mon poste sera obsolète parce que quelqu'un pourra le faire mieux que moi. Réfléchir stratégie d'entreprise, réfléchir facturation, réfléchir projet au forfait, projet en régie, etc. Qui est notre domaine à nous en service. Donc voilà, c'était un peu pour vous faire un petit récapitulatif de ce que c'est l'IA. Je vais donner la main à mon ami Vernon. Il reste très peu de temps, donc on va faire encore plus court. Donc ça, c'est le slide que Henri devait vous commenter, mais bon, qui résume en gros les domaines sur lesquels on est capable d'intervenir aujourd'hui. Donc, toute cette connaissance aujourd'hui, elle nous permet d'accompagner nos clients. C'est-à-dire qu'on aurait un prisme limité à OpenAI, à Mistral, ce serait un peu réducteur. Aujourd'hui, on adresse globalement toutes les technos, tous les LLM. On est également capable de vous accompagner sur les infrastructures, c'est-à-dire que pour dimensionner là où on va poser le moteur, est-ce qu'on lui fait faire la partie apprentissage chez vous ou est-ce qu'on peut externaliser l'apprentissage? Donc ça, c'est des questions sur lesquelles on est capable de vous accompagner, parce que globalement, on est en mesure d'aller sur toutes ces technos et de faire les bons choix avec vous. Il y a 2 notions importantes. Donc, soit on va sur du clé en main, service clé en main, c'est-à-dire, c'est ce que disait tout à l'heure Henri, c'est-à-dire on va sur des modèles qui sont déjà formatés et sur lesquels on va devoir faire confiance à l'apprentissage qui a eu lieu. Ou alors, on est sur des modèles sur mesure et là, on va gérer nous-mêmes l'apprentissage. Donc, on aura une garantie sur la source des données qui seront utilisées pour être sûr que la restitution soit conforme à ce qu'on attend. Donc là, globalement, je vais passer un peu rapidement là-dessus. Ce qui est important, c'est la notion de... On peut aujourd'hui, dans une organisation, confier une IA et lui faire faire un travail sur la partie RH. Donc, on va dire, le département RH, on va développer une IA et on va la spécialiser sur ce modèle, sur ce besoin. On va avoir une IA et on va la spécialiser sur la partie juridique. On va avoir une IA, ainsi de suite, par métier, marketing, vente, etc. Mais on morcelle la donnée. Donc là, ça veut dire qu'à un moment donné, la culture de l'entreprise, tout le savoir de l'entreprise va être saucissonné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous lui posez une question où elle devrait faire appel à de la donnée RH et de la donnée juridique, en fait, vous allez avoir un problème, c'est que la donnée est morcelée, elle est cloisonnée, parce qu'il y a une IA qui traite qu'une partie et pas l'autre.
Le choix qu'on a fait, c'est de travailler sur des modèles où globalement, on a une IA qui adresse tous les pans métiers. Donc ça veut dire qu'on va devoir et on va lui faire faire un apprentissage sur chacun des pans métiers. Donc quand on va poser une question, est-ce que tu peux me dire les contrats de travail de tel collaborateur, est-ce qu'aujourd'hui ils sont conformes à la nouvelle réglementation? Il est capable d'aller chercher de la data sur la partie RH et sur la partie juridique. Ça, c'est très important parce que ce morcellement, il perd, en fait, il enlève un côté puissant de l'IA. Et nous, aujourd'hui, c'est le choix inverse que l'on fait, c'est-à-dire quand on leur accompagne nos clients, on essaie de les amener sur un modèle unique pour justement avoir une vraie intelligence collective de la donnée. Donc, ce qui est important de retenir sur ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est pas uniquement concevoir et construire, c'est qu'on est très en amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, suivant le stade d'avancement de vos projets, vous avez déjà passé les phases de sensibilisation, vous avez passé les phases de reconnaissance ou d'identification des cas d'usage. On peut démarrer tout de suite, nous, sur l'accompagnement, sur vos cas d'usage, comment est-ce qu'on les transforme en application, comment on en fait concrètement une solution opérationnelle chez vous. Mais on peut partir de tout de suite, on va dire, sur les prémices. Déjà faire une sensibilisation au niveau du comité de direction, ça c'est ce qu'on nous demande souvent. Aujourd'hui, l'IA, j'aimerais d'abord que mon codir soit en phase avec les besoins de l'entreprise. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va être capable de sensibiliser le comité de direction et lui donner le niveau de vulgarisation important pour que le codir puisse prendre des décisions. Qu'est-ce que ça va impliquer côté métier? Qu'est-ce que ça va impliquer côté innovation? Comment l'entreprise va être plus performante parce qu'on aura mis l'IA au bon endroit? Et surtout, ce qui est important, c'est d'embarquer le comité de direction sur les aspects budgétaires. Et ça, dans les phases de sensibilisation, on leur donne des indicateurs pour leur dire, voilà, si on va dans cette direction, soyez conscients que ça va impliquer des investissements sur 1, 2, 3, sur un certain nombre d'années, et on va donner des enveloppes. C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, quand on veut vendre un projet en interne, on va avoir besoin quand même d'un peu de visibilité sur les aspects budgétaires et les implications côté ressources dans l'entreprise. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'on est capable de vous accompagner sur toute la chaîne. Donc voilà, ça c'est un exemple de mission de sensibilisation qu'on déroule assez régulièrement, peut-être pas quotidiennement, mais on va dire très fréquemment sur des comités de direction. Ça peut être aussi des sensibilisations côté direction métier. Vous avez la direction RH qui veut avancer sur de la... on a entendu dire qu'il pouvait faire quelque chose pour nous. Donc là, à ce moment-là, nous, on va essayer, au travers de ces ateliers de sensibilisation, de donner un niveau de connaissance et de culture à l'équipe RH pour qu'à un moment donné, elle puisse être capable d'identifier elle-même les cas d'usage et ceux qui potentiellement seraient éligibles à l'IA. Voilà. Et ensuite, sur la partie stratégique, on fait un certain nombre de livrables, ce que je disais tout à l'heure, pour le comité de direction, pour donner l'ensemble des livrables qui vont permettre de prendre des décisions. Ça, c'est le plus important, c'est de se dire, OK, on a fait de la sensibilisation, mais on a besoin d'un support concret pour arriver à un moment donné à construire une action opérationnelle dans l'entreprise. Donc, il y a les aspects budgétaires, je ne sais pas si tu veux les aborder. Alors, pour les aspects budgétaires, ça c'est hyper important. Souvent, donc on a dit qu'il y a deux manières de prendre de l'IA. Soit on prend un service clé en main, on va payer par utilisateur par mois, n'est-ce pas? On prend Copilot, on prend ChatGPT, c'est 30 € à peu près par IA. Il y a des IA un peu plus chères et des IA un peu moins chères. Donc, en général, quand vous allez sur un service clé en main, en tant que DSI, ce que vous dites, c'est OK, j'ai bloqué un budget run, n'est-ce pas? Donc, je veux dire, ça va me coûter 1 million l'année, 300 000 l'année, etc. Et vous n'allez pas au-delà de ça. Quand vous allez sur des outils clés en main, services clés en main, en fait, vous ne pouvez pas faire de la customisation, vous ne pouvez pas créer des connecteurs, vous ne pouvez pas faire des spécifications à votre IA. Donc, chaque coût de dev devient énorme. Donc, par exemple, créer un connecteur sur Copilot à un système de facturation, ça peut prendre un mandat de 60 000 €. C'est ça qu'il faut se dire. Alors que si vous allez sur votre modèle clé en main, là, vous serez sur un modèle où vous faites du pay as you go. C'est-à-dire que je vais que payer ce que j'utilise. Et en plus, vous avez la possibilité d'étendre les fonctionnalités d'un modèle. Vous avez la capacité de vous connecter. Vous n'êtes pas, mis dans une prison par votre éditeur. D'accord? Vous n'êtes pas restreint par votre éditeur par rapport à ce que l'éditeur vous met à disposition. Ça, c'est sans même parler de la sécurité, de la gouvernance, etc. On a fait un truc qui peut vous aider. C'est Anis qui a fait ça. C'est avec tous les retours de clients. C'est un modèle de Excel de calculateur de vos coûts IA. En fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de combien d'utilisateurs vous êtes, combien ça vous coûterait d'aller sur un modèle en main par rapport au prix du token, par rapport à votre coût d'infrastructure. Par exemple, vous voulez énormément de sécurité, combien ça vous coûtera? Vous voulez pas de sécurité, que une application, on va dire, basique, combien ça vous coûtera?
Par exemple, on a un client ici qui va témoigner tout à l'heure, c'est Pierre-Marie d'Axence. On a des exemples, par exemple, concrets. Si on prend Axence, on est à peu près sur un coût de 4 000 par mois, aujourd'hui sur leur solution qui s'appelle Axence GPT. Donc, il y a un modèle en main, pas un service clé en main. S'ils partaient sur du copilote, c'est pour 30 000 euros par mois. Le coût IA qu'ils dédient à leur projet aujourd'hui est à peu près de 200 euros. 200, 300, 400 euros par mois. Versus le coût de l'infra, qui est de 3 800. L'infra, c'est le coût d'avoir une infrastructure, avoir une application, une VM, un serveur, un DNS, du processing, quoi. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de Friday, et on finira par ça. Alors, Friday, c'est quoi? Friday, c'est la seule, aujourd'hui, solution open source disponible dans le marché qui vous permet à chaque entreprise d'être flexible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, vous savez très bien, si vous ne voulez pas aller en service clé en main, c'est trop cher. Personne ne le fait, à part certaines sociétés qui ont 6% d'utilisation. Donc, comment vous faites pour aller de l'avant dans l'IA? Friday, au fait, c'est un modèle qui vous permet d'être flexible sur chaque niveau. Premier niveau, c'est l'infrastructure. Vous pouvez décider où vous voulez hoster Friday. C'est-à-dire, vous voulez dire, moi, je veux le mettre chez moi, à la maison, dans mon PC, ou je veux le mettre dans le cloud, chez Azure, dans un cloud privé aussi. Si vous avez un cloud privé, c'est aussi possible. Deuxièmement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un modèle, comme dans Copilot qui utilise que GPT-4. Vous êtes flexible d'utiliser n'importe quel modèle que vous voulez. Vous allez sur des modèles open source qui sont gratuits, vous pouvez le faire. Des modèles payants, vous pouvez le faire. Des modèles spécialistes dans des langues, vous pouvez le faire. Et finalement, on a une librairie de connecteurs. Donc, avec nos clients, on avance, ça fait 1 an. Ils nous demandent, Henri, crée-nous un connecteur sur SharePoint, sur Outlook, nanana. Ben, on les crée et on les met à disposition de nos autres clients en termes de librairie. Et l'interface est exactement la même que ChatGPT. C'est juste qu'elle est privée, elle est hostée chez vous. Vous payez, je sais pas, 100 fois moins cher. Elle est open source, vous avez le code. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, la faire évoluer de la manière dont vous voulez, parce que vous avez le code. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser Pierre-Marie vous faire un témoignage. Et je le remercie de cette de son Ouais. Merci. Alors, on avait préparé quelques questions, donc je vous laisse. Alors, bonjour à tous. Improviser. Moi, c'est Pierre-Marie Gallo et je suis le DSI de Axence. Alors, Axence, je vais aller vite parce que c'est pas très sexy. En fait, on a une entreprise dans le monde de l'énergie, ingénierie dans le monde de l'énergie. On est une entreprise internationale, on est à peu près 1000 en France et puis le reste des employés, c'est un peu partout dans le monde. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que chez nous, on a eu énormément de pression de la part des États-Unis qui, soit dit en passant, sont très en avance dans l'utilisation de tous ces outils-là au quotidien et un peu plus qu'en Europe. Et chez nous, ça nous a mis un petit coup de pression l'année dernière. Bon, je vais aller vite là-dessus. Sincèrement, je vais vous parler de ce qui se passe chez nous autour de. La question, c'est d'où c'est parti, en fait. Oui, exactement. Je vais vous refaire la genèse. Alors nous, ça a commencé en 2023, tout début, quand les premières affaires sérieuses de leak de données sont sorties. On avait entendu parler, il n'y avait pas encore le cas Samsung, mais il y avait des cabinets d'avocats qui avaient des données qui avaient fuité, tout ça. Bon, nous, on est une entreprise d'ingénierie, donc notre savoir-faire, c'est beaucoup dans des documents. Notre hantise, c'était que ces documents se retrouvent rapidement dans Friday GPT, donc il fallait qu'on propose une solution. Et chez Axence, on n'est pas du tout dans l'approche on bloque et puis on voit après. On est plutôt dans l'accompagnement des salariés. Donc on passe énormément d'énergie à accompagner tout le monde, à former. Et donc on a démarré en 2023 avec énormément de communication. Alors je m'occupe aussi de tout ce qui est cybersécurité et fuite de données et tout dans la boîte. Donc j'ai été bien placé pour amorcer ce sujet. Et donc très rapidement, on s'est rapproché d'Artemis pour voir dans quelle mesure on pouvait offrir en quelque sorte un GPT interne pour commencer à acculturer les salariés. Le sujet de l'intelligence artificielle, bon, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, il y a aussi une dimension qui, moi, me paraît très importante, et je vais faire un peu le vieux con parce que je ne suis pas si jeune que ça. C'est l'art et la manière de prompter ces outils. Pendant des années, j'ai eu des gens qui me disaient « Non, mais moi, je ne trouve pas avec Google, j'arrive pas à retrouver des documents, alors que moi, en complexifiant un tout petit peu la question, on arrivait assez vite au résultat. » Bon, on a un peu aussi le même sujet sur le prompt. Et
et on a aussi vu que ça allait pas être si simple, même dans une boîte d'ingénieurs. Hein. Moi, j'ai à peu près 2000 ingénieurs sur le dos, des gens qui savent tout sur tout. Et quand on les a mis en face de notre GPT, c'était pas si trivial, sincèrement. Donc, il y a un petit volet aussi accompagnement des salariés sur le risque, sur comment on utilise ces outils et comment on les utilise bien. Voilà. Donc nous, ça a démarré en 2023. On a démarré avec un POC qui était basé sur Friday GPT au tout début. Ça nous a permis de rentrer un peu dans cet univers qui bouge, comme tu l'as dit tout à l'heure, Henri, très vite. Moi, j'ai pas tout le temps et le loisir de suivre tout ça. En tout cas, on a eu un POC très intéressant pour qu'on puisse, à minima, chatter dans un environnement privé, charger des documents avec du savoir très important pour nous et commencer à travailler là-dessus. Ne serait-ce que faire des résumés, comparer les documents, trouver les documents, voilà, des choses assez basiques dans notre environnement informatique. Donc ça, c'était en 2023. Et puis, petit à petit, on a amélioré l'outil en étant accompagné par l'équipe et jusqu'à ce qu'on lance le Accent GPT en interne avec tout un tas je dirais, d'exigences, je vais dire comme ça, en termes de sécurité et d'infrastructure, puisque on voulait effectivement une infrastructure ultra sécurisée. C'est un peu notre bijou de famille, hein, les documents. Donc, dès qu'on discute avec un client, on signe des NDA. On est prêt à passer 6 mois pour passer un NDA avant même de commencer à discuter avec un client. Donc, il était hors de question qu'on envoie des documents dans la nature, comme ça. Voilà. Il y a un autre sujet que je voudrais évoquer très rapidement avec vous parce que c'est des cas d'usage très très simples et chez nous ça a marqué très vite. C'est l'utilisation de ces outils pour générer des idées. On est dans un groupe où parfois on fait des ateliers, des réunions post-it. Je suis sûr que ça existe dans pas mal de boîtes. Utiliser les prompts Accent GPT, Friday GPT, voire même des générateurs publics pour générer des idées. Ça ouvre aussi les chakras à plein de personnes qui parfois se retrouvent devant une page blanche en ne sachant pas par quel bout prendre un sujet. Et on a remarqué chez nous beaucoup d'utilisation dans ces contextes-là. Des gens qui ont moins peur de la page blanche et qui démarrent en utilisant Accent GPT pour organiser un séminaire, pour faire un post LinkedIn. On a eu des résultats assez bluffants avec Friday GPT. Vous lui demandez gentiment de vous générer un post LinkedIn sur un sujet bien particulier en lui donnant toute la matière dans le prompt. Sincèrement, il vous fait un prompt d'une qualité irréprochable dans la langue que vous voulez, avec les pictos, avec les liens. Vous avez juste à faire un copier-coller pour le mec dans LinkedIn. Et soit dit en passant, c'est du temps gagné pour tout le monde, à tous les étages. Hein. Les pros de LinkedIn savent que c'est pas si simple de créer un post. Donc ça a démarré comme ça. Voilà. Et c'est du coup la direction générale a été motrice ou c'est parti des métiers ou c'est parti de l'IT? Alors c'est un peu in between. On s'est structuré il y a 2 ans pour affronter de manière très sérieuse la digitalisation de l'entreprise. Et donc, on a eu la création d'une équipe digitale il y a 2 ans. Ces gens-là, ils ont un peu de bande passante pour défricher tous les nouveaux sujets. Et ce sujet-là est vite arrivé à leur agenda. Voilà. Donc, on a évidemment travaillé de concert avec la direction générale pour leur expliquer, pour essayer de les projeter un peu dans ce type d'usage. Et l'équipe IT, l'équipe digitale, bon, nous, on est convaincus qu'effectivement, c'est un outil qui va nous inonder au quotidien et qu'il est urgent d'embarquer toute l'entreprise là-dedans. Parce que si on ne le fait pas, les autres le feront à notre place. Voilà. Donc, en tout ce qui est recherche de compétitivité à l'échelle internationale, on est obligé d'y aller. Donc, ils sont convaincus. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est pas un chèque en blanc. On a partagé avec eux les éléments de coût, les éléments de confidentialité. Il y a assez rapidement les éléments de propriété intellectuelle, parce que c'est un petit sujet dans le monde des affaires. Je vais prendre un exemple assez simple. On utilise, des utilisateurs utilisent des générateurs d'images. Parce que c'est pareil, bon, tout à l'heure je parlais de générateur d'idées, c'est facile, mais générer des images, vous êtes une équipe marketing, alors nous on fait des équipements techniques très particuliers, mais des fois on aimerait bien avoir une belle image de raffinerie ou de complexe chimique, un peu sexy, avec un coucher de soleil, tout ça. Bon, dans l'absolu, vous pouvez prendre un photographe, aller à Marseille, et puis attendre le bon moment, ça va vous coûter 2 bras. Vous arrivez assez facilement avec les générateurs d'images, si vous le promptez bien,
à avoir une super image libre de droit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça aura pris quasiment 10 minutes. Et le petit truc, c'est que vous chargez une image que vous trouvez sympa, vous lui demandez qu'il vous génère un prompt, vous reprenez le prompt, vous l'ajustez à ce que vous voulez, vous le réinjectez, et puis ça vous génère une image. Bon, pour une équipe marketing, un truc comme ça, c'est 15 minutes. Ça aurait pris beaucoup plus et en euros beaucoup plus. Donc, il y a vraiment des usages très variés. Nous, très sincèrement, on est modeste par rapport à ça. On est encore en train de collecter plein de cas d'usage. Il y a effectivement les données de l'entreprise, mais il y a plein d'usages connexes. Et nous, on va mettre l'accent là, cette année et l'année prochaine sur l'utilisation autour des données de l'entreprise, qui était vraiment l'objet de la présentation. Nous, on pense qu'il y a énormément de valeur en interne. Tout notre savoir est dans des documents. C'est un vrai sujet pour nous de transition du savoir pour les nouveaux employés, dans le parcours même des nouveaux salariés. Enfin, je veux dire, vous arrivez dans une boîte de 2000 avec 30 ans d'histoire, de processus chimiques, d'histoire. Si demain vous avez un prompt, très rapidement, vous pouvez retrouver des informations qui sont perdues au fin fond d'un document que plus personne ne voit. Donc ça, c'est un vrai challenge pour nous et la direction générale a été assez sensible à ça. En nous disant on veut aussi mesurer de manière concrète qui l'utilise, à quelle fréquence, pour quel type d'usage. Alors bon, sans rentrer dans la vie privée, on a quand même demandé à avoir un peu de traçabilité sur l'usage pour mieux appréhender cette techno et la façon dont on peut en tirer quelque chose en interne. Je vous fais abstraction de toute la com, ça ne marche pas tout seul. Les outils, vous avez les early adopters, mais si vous voulez embarquer une boîte de 2000, il faut y passer un peu de temps. C'est non négligeable. On va passer aux questions. Yep. Du coup, on va vous garder encore un peu. Bien sûr. Les questions. Donc en fait, on va juste passer sur la partie questions-réponses. Et Henri qui est là va pouvoir aussi répondre. Donc il y a Pierre-Marie qui va peut-être témoigner côté client et puis Henri sur la partie purement technique. Et pour ceux qui sont connectés à distance, vous avez la possibilité de lever la main sur le Teams et donc on va récupérer vos questions et on les posera en live pour y répondre. Alors après, je vais répéter vos questions puisque pour les personnes qui sont à distance, pour qu'elles les entendent, donc il faut toujours un numéro 1. ouais. Une numéro 1. Bon, c'est Henri qui a été trop parfait. Tout était nickel. Une question. Pour mettre en place en interne entre le moment de réflexion COMEX et le moment où Rationnel ou on a l'outil. Donc, juste pour répéter la question et pour ceux qui sont à distance, donc la question c'est quel est le temps que prend un projet d'IA entre les premières réflexions et le moment où on va disposer de l'outil pour pouvoir, de manière concrète, commencer à travailler. Donc, peut-être Pierre-Marie sur votre expérience. Alors, c'est l'expérience Axence avec l'organisation Axence, les cycles de décision Axence et les choix techniques qu'on a fait. Nous, il s'est passé entre 8 et 10 mois, dans lequel j'inclus quand même le POC, puisque le POC a été délivré très vite. Ensuite, on a, nous, passé un petit peu de temps pour passer de l'échelle POC à Axence GPT, parce qu'on a préparé en parallèle l'infrastructure, qui était un peu plus complexe. Et puis à côté, c'est pas qu'un sujet technique, il y a un peu de marketing, les webinaires, les trucs, les congés, j'en passe les meilleurs, mais voilà, ça nous a pris à peu près 10 mois. Voilà. Et, avec un peu de recul, on aurait pu faire plus rapide. L'équipe digitale aurait voulu qu'on fasse ça en 2 mois, mais on ne peut pas tout le temps tout faire. On a pas mal d'autres sujets chez nous en cours. Donc c'est pas, honnêtement, en termes de complexité d'infra, et puis avec maintenant, c'est quelque chose qui est capable d'être fait beaucoup plus rapidement. Honnêtement, entre 4 et 6 mois, ça peut être plié. Oui. On parle d'adoption, et du coup, au sein de l'entreprise, est-ce que justement les utilisateurs accélèrent, en tout cas, s'approprient la solution et essayent de l'utiliser dans leur quotidien, dans leur activité de commerce, ingénierie, marketing? Alors, je reformule la question peut-être. Donc, la question, c'est sur le sujet de l'adoption. En fait, comment on pourrait globalement être sûr que les utilisateurs vont bien s'approprier l'outil? Comment être sûr que finalement l'investissement il a été fait à bon escient? Comment ça se passe dans la vraie vie quand on voit que son petit copain commence à l'utiliser les cas d'appropriation, en fait, qu'est-ce qui marche bien en fait dans les phases d'adoption, quoi? Alors,
Ça, c'est un truc qui est super important, évidemment. Chez Accent, sur tous les sujets, on essaye de rapidement créer des communautés, créer des connexions latérales au sein de l'entreprise pour pas faire tout le temps du bottom-up ou top-down. Et en fait, nous, on adore faire des séminaires ou des webinaires en ligne, 30 minutes, régulièrement espacés, pour que les gens se partagent leur use case. Voilà. Parce que ça génère d'autres idées. Ah bah oui, tiens, toi, tu fais ça, bah, moi, je pourrais l'utiliser comme ça, se partager les prompts et autres. Donc ça, c'est un truc qui marche plutôt bien chez nous, cette notion de communauté. Ça fait pas tout, la communauté, mais je pense que c'est bien de le faire. Et on a aussi accompagné beaucoup. Donc on s'est incrusté dans plein de petits séminaires à gauche à droite pour que les gens essayent de se projeter. Ouais. C'est toujours pareil à l'IT. Nous, on a souvent l'habitude de faites-nous un cahier des charges et puis on va regarder ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça avec l'IA, c'est pas possible. Il faut vraiment être à côté d'eux pour leur montrer. Les mettre un peu le pied à l'étrier. Et nous, on a commencé par les générateurs d'idées. Voilà. Il n'y a rien de plus simple que de se mettre à côté d'un DRH qui prépare un séminaire pour essayer de trouver des idées. On se met devant Accent GPT et très rapidement, les gens comprennent l'intérêt du truc. C'est pas Star Trek, hein, mais ils comprennent l'intérêt du truc et la capacité à créer des choses nouvelles pour elles. Voilà. Et là, vous embarquez des gens et évidemment, il faut les accompagner. Bon, moi, je suis un peu aidé parce qu'on a l'équipe digitale qui a un peu de bande passante pour faire ce travail-là d'accompagnement au changement au final. Hein. Voilà. Mais on est vraiment qu'au début. Hein. Je pense que, enfin, on le voit sur le marché. Bon, c'est un peu le buzzword, mais il y en a partout maintenant. Hein. Des agents IA, puis chaque éditeur, il va de sa petite sauce. Donc, il va falloir aussi flécher les usages en interne, parce que il n'y a pas une solution unique, il y en a plusieurs. Il y a des choses aussi qui peuvent être faites si on l'accepte dans des IA publics. Pas la peine de réinventer des trucs. Nous, on n'a pas d'IA privée pour générer des images. Voilà. Donc chez nous, on a fléché les gens. Alors flécher, c'est jamais très simple parce qu'il faut identifier des cas d'usage en leur disant bah, le meilleur plan pour ce cas d'usage, c'est d'aller dans cette direction-là. Donc ça complexifie un peu le truc, mais on communique. On communique pour ça. Question un peu dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un retour sur l'utilisation, disant par exemple, pour telle entreprise, ça va être pertinent d'utiliser l'IA pour ça, parce que par exemple, pour une mutuelle, on sait qu'on peut faire ça, pour un cabinet d'avocats, on peut avoir tel usage. Parce que je me rends compte là, souvent dans les SOC, les gens jouent avec, puis au début, il y a un effet waouh, et après, il y a un effet des sceptiques, parce qu'ils ne savent pas l'utiliser, où on se projette mal. Alors, donc, peut-être pour résumer la question, donc est-ce qu'il y a des retours en fait par cas d'usage ou par métier sur des pratiques voilà, et des retours d'expérience beaucoup plus ciblés qui permettent de peut-être gagner du temps. Ça aussi, c'est. Alors, ok, je peux te répondre. Je vais répondre. Au fait, il y a des départements on remarque des use cases qui sont similaires. Le département de légal, création de contrat, revue de contrat, on appelle ça de la classification de texte. Donc, on prend un contrat, on essaye d'extraire de ce contrat, est-ce qu'il y a bien un NDA, est-ce qu'il a signé, est-ce que ça part d'une clause spécifique, est-ce qu'il y a bien une force majeure, je sais pas, etc. C'est un use case. Le deuxième, c'est les recrutements. Donc, le recrutement aujourd'hui, on a un module avec Friday où vous mettez des CV, vous pouvez mettre jusqu'à 50 CV, vous mettez la description du job et il va vous filtrer ça automatiquement. Il va vous dire ceux-là vont matcher le plus à X pourcentage de chance, on vous propose d'aller ceux-là. Donc, il y a des départements marketing, comme il disait Pierre-Marie, tout ce qui est post social, créer des LinkedIn, des posts LinkedIn, Instagram, etc. Ça, c'est, je pense, les départements transverses, c'est très facile de trouver des use cases. Après, chaque société a ses départements spécifiques. Donc, par exemple, dans une boîte d'assurance, on a fait une IA qui s'appelle Clara, c'est une boîte en Suisse, pour déclarer les sinistres. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de déclarer un sinistre sur un portail, vous allez sur une IA et vous le dites tout, et elle est capable de savoir si c'est une fraude. Parce qu'on lui a appris à détecter des fraudes. Donc, elle est capable de savoir. Donc, il y a des cas qui se sortent un peu métier par métier, mais je pense qu'on est au début. On est vraiment au début. Comme disait Pierre-Marie, je pense qu'on est au début. Je pense que les prochains mois, années, il y aura beaucoup de nouvelles choses. Je vais compléter parce que c'était une surprise pour moi à titre personnel. On a des business développeurs chez nous sur des marchés internationaux qui sont souvent très intéressés par le volet réglementaire. Le volet réglementaire, vous cognez tout de suite des documents de 300 pages, 400 pages avec un wording très particulier, pas forcément dans votre langue. Donc très rapidement, ils arrivent avec ces documents
très rapidement avec ces documents-là et avec Accent GPT, ils arrivent à avoir des résumés, rapidement mettre le doigt sur le niveau d'exigence quand il y a des niveaux d'exigence en termes de produits pétroliers. Et c'est un gain de temps phénoménal. C'est un gain de temps phénoménal. par rapport par rapport à l'ancienne méthode qui était d'acheter le document et puis de se cogner les 300-400 pages. Donc là, clairement, c'est un gain de temps. Clairement, c'est un gain de temps. Et je pense que des cas d'usage comme ça, c'est une des difficultés dans toutes les boîtes. C'est très difficile à capturer. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai accompagnement parce qu'il faut vraiment ouvrir les chakras et il faut des gens qui adeptes au changement, je dirais, en se disant bah, je vais essayer. Voilà. Et nous, le Accent GPT, on l'a un peu fait comme ça. Je vais essayer pour essayer d'identifier des cas d'usage. Et nous, notre boulot, ça va être maintenant aussi de répertorier et puis d'optimiser les choses. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur le cloisonnement des datas. C'est un vrai sujet. Dans la transformation digitale et tous les nouveaux outils, bah, plus on cloisonne, plus on perd en valeur. Donc ce sujet va se poser assez rapidement chez nous aussi, dans toutes les boîtes, de toute façon. Un département études ici représenté par Amontech. Est-ce que chez toi, sur ta DSI, au département études, ça a accéléré le développement, ça a simplifié le développement, ça a changé le mode de fonctionnement? Alors, études au sens développement, ouais. Et ben là, on est confronté à l'humain. J'ai des groupes qui sont très moteurs. J'ai un groupe data qui doit générer des requêtes SQL assez compliquées pour optimiser et autres. Ben, ils utilisent à fond Action GPT. Mais ils sont, je dirais, très open sur les nouvelles techno et j'ai un groupe un peu old school. Non, ils veulent pas. Donc là, on est clairement dans la transformation et la gestion du changement. Donc ça, c'est pas propre à l'IA, c'est propre à la transfo à large et ça va être un petit sujet. Parce qu'on va être inondé d'outils comme ça et il va falloir qu'on accompagne tout le monde. Donc ça, c'est une des inquiétudes de la DG et de la RH, parce qu'effectivement, il va falloir qu'on embarque tout le monde, hein. Sinon, ça va créer des vraies tensions dans l'entreprise, hein. Ah oui, clairement. Moi, j'ai une question, effectivement. On parlait tout à l'heure du cloisonnement des données en fonction de la provenance métier, etc. Comment on gère la population, enfin, les utilisateurs, Les droits. et les droits pour avoir accès, par exemple, aux données RH, aux données. Je vais peut-être reformuler. Donc là, la question concerne justement le fait de mettre des données qui sont supposées être accessibles que par les RH ou que par le juridique, et quand à un moment donné on les met sur une IA commune, comment on gère justement le fait que qui a droit à accéder à telle ou telle information? Je vais reformuler ta question. En fait, ta question, c'est imagine, on demande à une IA quel est le salaire de mon PDG, n'est-ce pas? On a eu Raph, il rigole parce qu'on a eu ce cas chez nous. On a déployé Copilot chez nous aussi avant même d'avoir créé, vraiment allé à fond sur Friday. Au fait, on se base sur les permissions des systèmes. Donc, imagine qu'il y a des documents dans SharePoint. Si dans SharePoint, tu as accès, tu verras. Si tu n'as pas accès, tu ne verras pas. Mais ça, c'est maintenant. Il y a un an, ce n'était pas du tout comme ça. Donc, il y a un an, quand on faisait de l'IA, c'était attention, vous mettez les documents dans un endroit, tous les gens qui seront là pourront avoir des réponses sur ces documents. Mais aujourd'hui, on est capable, avec le RAG que j'ai expliqué tout à l'heure, j'espère que tu as retenu, on est capable d'utiliser la permission du système. Sur la question du salaire, c'est le bon crash test, hein. Oui, parce que c'est... Ouais, dans le crash test, dans le sens une fois. Qui est un fondamental pour tous les sujets de data, soit pour faire du reporting ou de l'IA. D'autres questions? 18h30. Stéphanie, Non. il est sur vague. Si c'est celui qu'on a en face de nous, non. Non, pas de questions. Ok. Bon. Il reste là, donc vous pourrez leur... Ouais, on reste là. Donc là, non, mais c'est juste pour, peut-être pas pour conclure, mais s'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui sont physiquement ici, bah, on va pouvoir continuer à discuter après. Pour les personnes qui sont à distance, on va encore laisser quelques minutes pour pouvoir vous puissiez lever la main et poser vos questions. En tout cas, vous êtes tous identifiés, vous avez accès à vous avez nos coordonnées. Si parmi les sujets qu'on a abordés, il y a des sujets qui vous parlent et qui vous ont interpellé, à ce moment-là,
Vous êtes les bienvenus. On vous invite à revenir vers nous, à nous poser des questions si certaines choses et certains sujets n'étaient pas clairs. Voilà, on a parlé de sensibilisation, on a parlé d'adoption, on a parlé de spécialisation, d'apprentissage et d'IA spécialisée et d'IA sur mesure. Voilà, on a parlé surtout de Friday. Ce qu'il faut retenir sur Friday, c'est que c'est un socle, c'est une brique de base. On parle Accent GPT. En fait, Accent GPT est un Friday qui a été mis à la base et qui a été enrobé de toutes les spécialités, toutes les particularités d'Accent. Demain, le Friday GPT peut être la base du premier projet, de la première brique qu'on poserait chez vous. Et cette brique-là, bien évidemment, l'idée, c'est de l'enrichir. Et ensuite, métier par métier, cas d'usage par cas d'usage. Et c'est là où on aura cette valeur ajoutée, c'est de vous aider du tout début, identification des cas d'usage, jusqu'à l'intégration et à l'adoption, bien sûr, vos collaborateurs. Je peux ajouter un point, parce que il faut toujours féliciter les succès, je pense. L'équipe d'Anis qui travaille sur l'IA, ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui, Friday est 8 secondes plus rapide que ChatGPT. Donc, voilà, c'est quand même un succès. Donc, il faut dire bravo pour le fait. Et voilà, merci beaucoup à tous. Merci. Pas de souci. Merci. Ouais, c'est très sympa. Évidemment. Non, écoute,